Bonsoir Alain Finkielkraut. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté cette interview. Emmanuel Macron, 66% des voix contre Marine Le Pen, 34% des voix. À 20h01, que vous êtes-vous dit ? À 20h01, j'ai été assailli par un sentiment contradictoire et inédit pour moi de soulagement et d'abattement. La victoire de Marine Le Pen aurait mené la France à la catastrophe, au chaos, à la guerre civile. Et donc un soulagement. Abattement. Pourquoi ? Parce que la France connaît aujourd'hui une double crise de la transmission et de l'intégration. La France est en voie de décomposition même, et je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron soit l'homme de la situation. Comment avez-vous trouvé ces deux discours d'Emmanuel Macron hier soir ? Est-ce qu'ils sont à la hauteur des enjeux de la France en 2017 ? Non, je ne crois pas. Il a su se corriger, c'est-à-dire qu'il a compris que son discours du premier tour était catastrophique. Il s'est montré beaucoup plus sérieux, mais ses discours sonnaient creux. Il n'y avait aucune formule que l'on puisse vraiment retenir, comme d'ailleurs depuis le début de la campagne. On me dit que c'est quelqu'un de très brillant, je veux bien le croire, mais pourquoi est-il en réalité si peu éloquent ? Et pourquoi surtout joue-t-il sur un registre, sur un mot qui ne devrait rien avoir à faire en politique, l'amour. Je vous aime farouchement, a-t-il dit un jour à son public. Nous ne sommes pas là pour être galvanisés par lui, nous sommes des citoyens et je regrette que ces discours ne se soient jamais vraiment adressés aux citoyens que nous sommes. Emmanuel Macron est le plus jeune président jamais élu en France. Est-ce un atout ou est-ce un vieux jeune ? Je ne supporte pas qu'on fasse de vieux un terme péjoratif. Donc, je ne sais pas si c'est un atout. Je crois personnellement dans les vertus de l'expérience. Churchill n'était plus jeune quand il a pris en main le destin de l'Angleterre et personne n'a trouvé à s'en plaindre. Bonaparte, lui, était jeune et il était génial. De ces deux composantes, on peut savoir que Macron, si vous voulez, a aujourd'hui la première. Est-il génial ? Nous le verrons, mais je refuse de voir dans sa jeunesse un atout possible. Parce que vous ne craignez pas qu'à l'avenir, il y ait une France des jeunes qui se dessine et une France des vieux ? Je crains qu'à l'avenir, il y ait, comme le disent Laurent Bouvet et Christophe Guilluy, une France périphérique et une France urbaine. Celle des ploucs, comme on dit méchamment, et celle des bobos. À Paris, on a voté à 90% pour Macron. Cette division ne doit pas être cultivée, elle doit être surmontée. Et pour ce faire, il faut prendre au sérieux l'insécurité culturelle de la France périphérique. Merci Alain Finkielkraut et à demain pour la suite de notre entretien. L'élection présidentielle opposera donc Marine Le Pen à Emmanuel Macron. Comme l'avait anticipé Christophe Guilluy et comme l'ont noté tous les commentateurs, il y a bien deux France qui se regardent en chien de faïence. D'un côté, la France qui gagne, celle de la mondialisation et de l'identité heureuse. De l'autre, de Versailles à Whirlpool, la France des perdants culturels ou économiques, ceux auxquels on ne cesse de dire qu'ils sont condamnés par l'histoire. Sauf que si la première fait corps autour de son champion, la France en colère est loin, bien sûr, d'être unanime derrière la candidate du FN. Si la quinzaine anti-Le Pen n'a pas l'éclat festif d'antan, l'interdit moral continue de fonctionner pour nombre de nos concitoyens, invités à faire le bon choix par divers grands esprits de Christiane Taubira à Jean d'Ormesson, en passant, comme l'a noté Jonathan, par Nicolas Hulot. Sans oublier, bien sûr, le président de la République qui nous a expliqué hier à Bruxelles ce qu'il convenait de faire dimanche prochain, joignant le geste à la parole comme s'il s'adressait à des enfants. On prend le bulletin de Macron et on le met dans l'urne. Je ne sais pas, Alain Finkielkraut, si vous serez un bon élève. En tout cas, malgré les incantations, proclamations et sommations, malgré les noms d'oiseaux qui se sont abattus sur Jean-Luc Mélenchon, chantre du nini de gauche, et surtout sur Nicolas Dupont-Aignan, premier allié en bonne et due forme du Front National, le Front Républicain a vécu. Et vous nous direz, si vous pensez comme beaucoup d'autres, que c'est une très mauvaise nouvelle pour la République.
Et donc nous allons démarrer immédiatement, bien sûr, cette émission consacrée tout entière à l'élection. Comment est-ce que vous avez vécu ce premier tour, Alain Finkielkraut? Vous aviez effectivement dit que ce que vous redoutiez le plus, c'était ce deuxième tour. Il arrive. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? Et d'abord, avant de votre état d'esprit aujourd'hui, quelle est votre analyse de ce vote? Quelle est votre lecture de ce vote? Alors, il est vrai que dans un entretien publié par Le Figaro du 1er avril, je disais que jamais une atmosphère aussi lourdement prescriptive n'avait pesé sur une élection présidentielle. Les citoyens que nous sommes étaient mis en demeure de valider ce scénario écrit d'avance, éliminer au premier tour le candidat de la droite et du centre, discrédité par les affaires, puis élire au second le candidat d'En Marche pour faire barrage au Front national. Il ne s'agit plus en votant de choisir, mais d'obéir. Les faits sont en train de me donner raison. Certains commentateurs, aussi inquiets qu'indignés, jugent, il est vrai, que le scénario ne se déroule pas exactement comme prévu. Ils ne nous trouvent pas assez obéissants, ils déplorent l'écart qui se creuse entre le modèle proposé et la réalité effective. Vous l'avez dit, malgré la quasi-unanimité médiatique, le Front républicain ne prend pas, le barrage tend à se fissurer, 2017 n'est pas à la hauteur de 2002, ayant manqué de très peu la qualification au second tour, Jean-Luc Mélenchon digère mal sa défaite, il fait la gueule et ne donne pas de consigne de vote. Ce n'est pas seulement faire la gueule, mais on y reviendra peut-être. Oui. Tandis que des gaullistes historiques rejoignent, sans état d'âme, Marine Le Pen. Que se passe-t-il? La vigilance est-elle en train de se ramollir? La France s'accoutume-t-elle progressivement au pire? Ce n'est pas mon analyse. Comme l'a annoncé Brice Ceinturier dans l'Obs, il y a déjà 2 semaines, Marine Le Pen ne sera pas présidente. Pour ma part, je voterai Emmanuel Macron au 2e tour, car la très improbable élection de la présidente du Front National mettrait le pays à feu et à sang, mais je n'ai aucune nostalgie pour le No-Passaran, je ne suis pas un barragiste forcené, et je voudrais prendre le temps de m'en expliquer avec vous. Donc vous ne cédez pas ici aux injonctions, non, puisque vous rejoignez Guy Bedos et Nicolas Hulot. Oui, c'est vrai. Enfin, vous n'appelez pas à voter Macron, vous dites que vous allez le faire. Voilà, je dis que je vais le faire, mais je voudrais commencer par la soirée du 23 avril. Très bien. Une fois les résultats obtenus, tous les candidats ont, comme c'est la règle, prononcé un discours devant leurs militants. Emmanuel Macron n'a pas dérogé à la règle, mais il a enfreint la coutume. Il est arrivé sur l'estrade du Palais des Congrès, en musique et avec Brigitte à son bras. J'ai compris alors qu'il n'y avait pas pour lui davantage de politique française que de culture française ou d'art français. C'était un show, c'était l'Amérique, ce n'était pas le premier tour de l'élection du 7e président de la 5e République. Donc c'est à la fois la forme et le fait qu'il avait déjà gagné, non, c'est la forme. Présenté comme un vainqueur. Ça ne m'a pas tellement gêné. Non, la musique et l'arrivée en fanfare sur la scène avec son épouse. Nicolas Sarkozy ne faisait pas ça? Non. Ce spectacle m'a navré et bien davantage irrité, je dois dire, que le pot de l'amitié à la rotonde. Je ne mets pas sur le même plan un moment de détente, peut-être inopportun, et un manquement à la tradition nationale. Vous me permettrez une objection après, mais... Oui, ce manquement d'ailleurs s'ajoute à beaucoup d'autres, car Macron, entouré qu'il est de helpers et de coworkers, nous fait entrer, dans un autre monde. Avec lui, la France devient un open space et le capitalisme donne congé à la bourgeoisie. Ce que révèle son succès, par-delà les circonstances exceptionnellement favorables dont il a bénéficié, c'est l'apparition d'une nouvelle classe dominante
composé non plus de propriétaires, mais de ces planétaires qui travaillent dans les entreprises multinationales, dans les technologies de pointe, dans les médias, dans la publicité, dans le spectacle, qui sont consultants, cinéastes, artistes, fonctionnaires internationaux, traders ou start-upers, et qui sont rejoints par tous les pensionnaires moins bien lotis de la grande messagerie mondiale, graphistes, éclairagistes, maquettistes, designers, etc. Tout cela se retrouve dans le projet d'une France sans permanence, dont Vincent Trémollet-Diller a très justement dit que la devise pourrait être celle de la publicité McDonald's, venez comme vous êtes. Et la mesure emblématique du programme de Macron consiste à libérer de l'impôt sur la fortune tout ce qui bouge et à taxer tout ce qui demeure. Oui, mais alors justement, est-ce que tout de même, parce que dans le fond, quand on regardait les programmes économiques de Macron et de Fillon, il n'y a pas d'énormes différences, à part un peu cette rhétorique, toute cette, cette phraséologie, si vous voulez, de la modernité, très bien. Mais est-ce que vous n'exagérez pas tout de même le danger Macron? Alors, parce que ce que vous reproche beaucoup de vos amis, hein. Oui, bien sûr, on le reproche. Est-ce que j'exagère? Écoutez, je ne sais pas, Elisabeth, mais vous êtes très vise, très intelligente et connue pour votre modération. Oui, c'est vrai. Et donc, je vais essayer de poursuivre mon raisonnement. Et en fin d'émission, je vous fais juge, vous délivrerez votre verdict. Ce que je constate, c'est que Emmanuel Macron veut substituer au vieux clivage droite-gauche, l'opposition des progressistes et des conservateurs. Et d'ailleurs, certains des soutiens de Fillon faisaient de même. Luc Châtel a lancé le dernier jour de sa campagne un grand appel aux progressistes devant un public conservateur. Mais bon, je ferme cette parenthèse. Progrès, dit Macron, quand tous les records ont été battus et qu'il faudrait libérer l'homme de la nécessité asservissante de produire et de consommer toujours davantage. Le progressisme est en porte-à-faux avec les grands impératifs de notre temps que sont la décélération, la déconnexion et la décroissance, surtout démographique, comme l'avait bien vu Lévi-Strauss. Mais alors dans ces cas-là, il y a peut-être une sorte de vérité des prix idéologique qui est en train de s'instaurer, c'est-à-dire que au clivage droite-gauche qui n'avait justement plus de prise sur ces enjeux que vous décrivez, Alain Finkielkraut, est peut-être en train de se substituer un autre clivage. Et après tout, Macron incarne très bien une espèce de bloc central. Peut-être. Le problème, c'est que en face, il n'y a rien. Rien de réel, rien de tangible, rien de plausible.